Béatrice Fontana-Rosa, tu sors aux éditions Nuvis et Européard ta biographie. La musique est amour. Pourquoi ce livre? J'ai eu quand même l'exemple des parents qui ont montré ça. Parce que mon père, il a toujours peint les belles choses de la vie. Voilà, la belle peinture, enfin, c'est des choses qui chantent la beauté, quoi. Ça, c'est mon père qui a dessiné mes mains quand j'avais... C'était en 5 ans, j'avais 16 ans. Et mon père, pour ce que dans sa peinture, il a continué à chanter. Enfin, tout ce qu'il a peint, c'était toujours les belles choses de la vie, c'était toujours les enfants, les femmes, les fruits, la nature, toutes ces choses qui lui semblaient importantes à mettre en valeur. Chante avec ton violon, il faut que tu chantes, il disait toujours ça. Et après, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et effectivement, pour moi, la musique, elle doit chanter. Et je sais pas, bon, la femme nue dans la forêt, ce que j'aime, moi je peux pas faire d'effet, mais ce que j'aime, c'est quand les portes sont ouvertes et qu'on est là-bas, et il y a un éclairage, et qu'on la voit dans le lointain, comme ça, elle est belle, hein. Ah oui, grande admiration. Grande admiration, et à chaque fois que je vois un document sur lui ou tout ça, mon cœur bat d'admiration, parce que vraiment, voilà, c'est la musique telle que j'aime qu'on puisse la faire et la communiquer. Et le premier concert que j'ai fait en tant que violon solo, c'était avec lui. Et puis programme, Strauss, qui est de la musique très très difficile. Alors je ne te raconte pas le trac que j'ai pu avoir, en plus c'était télévisé en direct. Et il a été adorable, il est arrivé, on lui a dit que c'était mon premier concert. Oh là là, il m'a pris comme ça, il m'a dit il n'y a pas de problème, tout va aller très bien. Il aimait les musiciens de l'orchestre, tu vois. Avec Bernstein, de temps en temps, il partait dans son tempérament, dans son machin, il faisait des trucs comme ça. Ah oui. C'était Scholti. Et en dirigeant Mozart, au cours d'une représentation, il s'est piqué l'arcade sourcilière avec sa baguette. Donc, catastrophe pour le directeur du théâtre, qui a appelé à New York et qui a appelé Mazel. Et surtout, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'il est venu et il n'a pas voulu faire de répétition, rien du tout. Pas de répétition avec les chanteurs, le plateau, pas de répétition avec l'orchestre. Seule recommandation, j'aimerais voir la partition de Scholti pour voir ses annotations, pour savoir un peu. Je ne sais pas si tu vois Othello, comment ça commence. Ça commence d'une façon fulgurante. C'est comme un déferlement. C'est l'ouverture d'un drame terrible. Et à partir de ce moment-là, ça a été un spectacle absolument extraordinaire de virtuosité, de connaissance. Il dirigeait, mais tout. Quand je dis il dirigeait tout, il dirigeait tous les musiciens. C'est-à-dire quand il y a eu une entrée de corps, une entrée de hautbois, une entrée de violon, une entrée de violoncelle, il a tout dirigé par cœur. C'est quand même pas mal, sans avoir aucune répétition. Oui, ça aussi. Bon, le personnage était marquant. C'est un type qui a fait une carrière extraordinaire. Quand il est venu diriger à Paris, il était déjà très vieux. Je sais pas, il devait avoir mon âge. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'on avait été conditionné par le directeur de l'orchestre à ce moment-là, qui nous a dit viens, alors vous vous tenez à carreau. Enfin, au moment de la répétition, on était tous archi prêts, accordés, tout. On attendait dans le silence le plus. Tout l'orchestre s'est levé dans un état d'admiration béate. Puis il a commencé à faire des réflexions épouvantables, pas très aimables. Alors du coup, l'orchestre qui était dans un état de béatitude par rapport à lui, petit à petit, ça s'est transformé en une espèce d'agacement. J'entendais, il nous emmerde, celui-là, mais tu vois, les musiciens qui ne mangent pas leurs mots, ils disaient cochon de français, il paraît qu'ils disaient en allemand. Et qu'au moment du concert, tout le monde jouait avec tout son cœur et son talent. Comme quoi, tu vois, au moment où la musique se fait, les mauvais sentiments sont écartés au profit des bons.
Oh bah oui, enfin, c'est même un rêve, ça ne peut pas être autrement. On n'attend pas de la musique qu'il en sorte des conflits, la haine, et celle-là dont on dit qu'elle adoucit les mœurs. Moi j'aimerais bien que, effectivement, la pratique, et puis la pratique et surtout le goût des arts, parce que le goût des arts, c'est le goût de la beauté, c'est le goût de la nature, je ne peux plus vouloir détruire à ce moment-là, et encore moins tuer. Ça fait peur un peu l'intelligence artificielle, mais ça reste de l'intelligence. Et comme vous avez nommé le bouquin, c'est moi ça. Moi, je trouve que la chose importante c'est l'amour. Et l'amour c'est pas l'intelligence. On développe les belles choses de l'amour avec l'intelligence. Mais c'est sûrement pas l'intelligence qui donne l'amour. Jouer du violon comme un virtuose, c'est comme faire de l'acrobatie, du trapèze. C'est admirable de faire le triple saut périlleux de la mort à 20 mètres de haut. Mais quand tu l'as vu faire 50 fois et que tu vois que le type sait le faire, ça fait moins d'effet. Ça n'a pas été prouvé par aucun tribunal ni par aucun détective qu'il était amoureux de la femme de Robert Schumann. On dit c'est le bruit qui court dans le monde de la musique et qu'il il a aimé toute sa vie et que peut-être ça l'a empêché d'aimer quelqu'un d'autre. D'une manière générale, si on regarde la biographie des grands génies, ils ont presque toujours vécu des choses dures. Ce sont des créateurs, ce sont des gens sensibles, peut-être plus que d'autres, aux choses de la vie, et puis ils les expriment évidemment avec plus de force. Rubinstein disait, en parlant du public, certains soirs le public a du génie. Justement parce que sa présence te donne envie d'aller plus loin que ce que tu ferais habituellement. Mais des fois tu rentres sur scène, même il ne s'est rien passé, tu n'as pas joué, tu n'as pas fait une seule note, tu te sens bien. Et tout d'un coup tu as envie. Et puis d'autres fois tu rentres, puis tu commences à jouer, puis tu sens moins les choses. Oui, c'est son tempérament et puis ses moyens violonistiques. Un des violonistes les plus parfaits et les plus extraordinaires qu'on puisse connaître. Je ne sais même pas si Paganini aurait joué aussi bien que lui. Il joue avec une chaleur, il a un côté un peu Europe centrale dans son jeu, comme ça. C'est toujours très, très chaleureux, très, très vivant, il est tout le temps dans les reins, comme ça. Peut-être le plus grand violoniste du XXe siècle. Menuhin est resté pour moi un peu comme un messie. Quand il jouait, on avait l'impression qu'il était vraiment en lien avec le ciel et avec ce que je trouve tellement important dans la musique, c'est-à-dire les fusions, les élans, le cœur j'aurais aimé avoir son rayonnement. J'aurais bien aimé être tranquille sur ce que je suis, mais non. Tu sais pas ce que tu apportes aux autres, tu sais pas qui tu es, quelque part. Tu sais simplement ce que tu aimerais. Oui. Tu te dis, si je les emmerdais, ils ne viendraient pas. Donc, et pour autant, je me dis pas, tout va très bien, je suis génial.
On a beaucoup de doutes quand on fait de la musique. Oh bon oui, quand tu aimes la musique de Mozart avec ce qu'elle a d'extraordinaire, de pureté, de charme, à côté de ça t'as un type comme Beethoven fait le contraire. Et dans la terre, t'as Brahms avec sa sensualité, enfin, ce sont des mondes. Donc quand tu es en comparaison avec tout ça, tu peux pas imaginer que tu arrives à combler leur univers. Hein. Tu dis que quand on aime, on a toujours raison. Oui, j'aime bien ça. Qu'est-ce que ça veut dire J'aime bien dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand on aime, on a toujours raison? Forcément, on a raison, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas vouloir aimer simplement parce que ça fait bien. Si on ressent vraiment quelque chose, on a forcément raison. Il y avait une forme d'art, c'était le moment où on allait vers la musique viennoise, concrète, donc le moment où on a commencé à quitter un peu les formules académiques de la musique. Donc, comme souvent, quand les choses sont à la mode, tout le monde ne jurait plus que par ça. Et la musique dite académique, ou d'une façon encore plus méprisante, pompier, c'était ridicule d'aimer ça, c'était d'un autre temps. Et moi, j'aimais cette musique qui chante, dont la méditation de Thaïs. C'est une première fois où je me suis rendu compte que je pouvais aimer des choses que les autres n'aimaient pas, et que c'est pas parce que les autres n'aiment pas que moi je ne dois plus l'aimer. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la mode, c'est peut-être pas ce qu'il faut, mais moi, c'est ce que j'aime. Donc, comme j'aime, j'ai raison. C'est drôle que 50 ans après, ceux qui trouvaient la méditation de Thaïs ridicule, ils reconnaissent maintenant que, comme on dit, c'était bien fait. Ah, c'est bien fait, oui. Quand on aime, on a toujours raison. Quand on aime, on a toujours raison. Il ne faut pas avoir de scrupule à aimer des choses que les autres n'aiment pas. Souvent pour des raisons un peu bébêtes d'ailleurs. À bientôt. D'ailleurs en général je fais pas ça. Je fais plutôt comme les Italiens, c'est ça.